suffit de passer le pont. Bonjour à tous, il suffit de passer le pont, c'est donc notre émission que nous avons le plaisir de vous offrir chaque semaine, tous les lundis, à l'hôpital Necker, à l'espace Plein Ciel. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Jean-Claude Guilbert. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Jean-Claude, donc danseur de hip-hop. Oui, je suis danseur de hip-hop. C'est une spécialité que j'ai depuis pas mal d'années, mais je danse aussi d'autres danses. Je m'intéresse à la danse en général. D'accord. Je dois t'avouer que c'est la première fois que je reçois un danseur de hip-hop ici, donc ça va être déjà très intéressant pour moi parce que je connais mal cette discipline. Finalement, tout ce que j'en connais, c'est ce que je te vois faire au conservatoire Darius Milhaud, où nous travaillons tous les deux. Donc, je commence toujours l'émission, comme tu le sais, par mon petit jeu qui s'appelle la minute pour parler de soi. Donc tu as une minute, montre en main, jeu chronomètre, pour nous dire ce que tu veux sur toi. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. C'est parti. Eh bien, je vais vous parler du voyage. Alors, le voyage, c'est l'une de mes grandes passions, en dehors de la danse. J'adore voyager. Le voyage m'a apporté énormément de choses. Ça m'a permis de rencontrer des cultures différentes, avec des habitudes différentes, des caractères différents, un état d'esprit différent. Et dans chaque pays que j'ai fait, parce que j'ai eu la chance de beaucoup voyager avec ma passion, donc c'est-à-dire la danse. En général, tous les voyages que j'ai faits, c'est pour la danse, parce que je n'aime pas voyager en touriste. Mais le fait de voyager, de rencontrer des gens, ça m'a énormément ouvert l'esprit. Ça m'a donné énormément d'énergie. Et j'ai essayé, dans chaque pays, de prendre une petite chose. Un état d'esprit, ça peut être l'humour pour d'autres pays, la sérénité pour d'autres pays. Voilà, j'essaie de piocher un petit peu dans tout ça et pour pouvoir ensuite, quand je rentre chez moi à Paris, eh bien, pratiquer ce que j'ai appris. Merci pour cette minute et quelques secondes de voyage. Donc le voyage, avec la danse, tu nous dis, c'est une de tes passions. Est-ce que tu nous as dit que tu voyageais pour ta passion? J'imagine que tu as voyagé pour danser. Oui, j'ai beaucoup voyagé. J'ai surtout voyagé pour danser. D'accord, d'accord. Alors, si on parle de la danse, entrons tout de suite dans le vif du sujet. D'abord, une petite histoire. Moi, je connais un petit garçon que j'avais en atelier et j'ai eu un jour un message de sa mère qui disait, voilà, il adore danser, il a 7 ans, hein, il danse tout le temps, il aimerait beaucoup faire de la danse, il passe son temps à danser à la maison, même dans la rue. Est-ce que c'était un peu ce que tu étais quand tu avais cet âge-là ou alors c'est venu plus tard? Alors, c'est venu d'une autre façon. Donc moi, j'ai quand même 60 ans. Donc quand j'étais enfant, c'était dans les années 70. Donc par exemple, il y avait la télévision ou le cinéma. La télévision, il y avait que deux, trois chaînes. Voilà. Donc un jour, en allumant la télé, un soir, j'ai vu une comédie musicale. C'est un film où dedans on danse, on joue la comédie, on chante. Et c'est ça qui m'a donné envie de danser. Mais au début, pas forcément de danser, mais d'être à leur place. Il y avait des musiciens, donc il y avait des chanteurs, des danseurs. La danse n'a pas été forcément la première chose qui m'a attiré, mais c'est cette espèce d'esprit spectacle pour donner du bon temps, de donner la joie. Et c'est ce qui me permettait aussi de m'évader de mon quotidien, qui était un quotidien pas forcément amusant. Tu te rappelles de quelle comédie musicale il s'agissait ou... Je ne me rappelle plus trop, mais ça devait être entre Un Américain à Paris ou peut-être West Side Story aussi, peut-être. Mais plutôt, je crois Un Américain à Paris, plutôt. D'accord. La scène où il danse sous la pluie avec son parapluie, Oui. c'est une scène qui m'a marqué et que j'ai eu C'est la vrai. chance de pouvoir faire sur scène un jour. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah oui, parce que tu nous as dit que c'est toute forme de danse finalement qui te passionne. Et le hip-hop est venu plus tard. D'abord, tu as d'abord exploré différents styles de danse. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que dans les années 70, donc j'avais pas encore, j'avais peut-être, je sais pas, 11 ans, 12 ans. Donc quand j'ai commencé à accrocher. Et puis après, vers les 14-15 ans, bon, j'ai fréquenté de jeunes adultes. Moi, j'étais mineur parce que voilà, j'étais livré un petit peu à moi-même. Donc ils s'occupaient de moi.
Et donc c'est comme ça que j'ai commencé la danse. Mais avant d'arriver à cette étape-là, moi c'est surtout les comédies musicales américaines. Donc les claquettes des années 30, le jazz des années 30. Le hip-hop est arrivé en 83 en France. Donc moi j'ai découvert le hip-hop, j'avais une petite vingtaine, 18 ans, 19 ans. Donc déjà j'étais passionné par la danse et par le spectacle en général, bien avant que le hip-hop arrive. Oui, d'ailleurs, j'ai souvent entendu dire que des danseurs modernes, enfin en tout cas hip-hop compris, s'étaient beaucoup inspirés finalement d'artistes comme Fred Astaire ou il me semble avoir vu un documentaire justement où on montre des mouvements de danse d'artistes de la fin du XXe siècle ou même du XXIe, à quel point c'était inspiré de Fred Astaire notamment. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, mais ça, on s'en est rendu compte bien après. C'est-à-dire que sur le moment, vu qu'on n'avait pas d'information, et c'était surtout l'imaginaire qui travaillait, donc quand on voyait par exemple une comédie musicale américaine et qu'on s'inspirait de ces comédies, de ces danses, et qu'on essayait de pratiquer ces danses. Bon, quand le hip-hop est arrivé, c'est d'autres danses qui sont arrivées, mais c'est bien après qu'on s'est rendu compte que, mais ils se sont inspirés de telle comédie musicale des années 30. Donc de toute façon, on n'invente rien. C'est toujours une fusion de plusieurs choses. Et en effet, les danses que je pratiquais avant que la danse hip-hop arrive m'ont servi après dans la danse hip-hop. D'accord. Mais comment as-tu découvert la danse hip-hop? Parce que tu dis qu'elle est arrivée en France en 83, si je Oui, m'en abuse à peu près. Euh, Quel a été Enfin, comment tu l'as reçue en fait, cette nouvelle danse? Ce qui s'est passé, c'est que donc il y avait dans les années 70, donc à la télévision en France, donc des comédies musicales américaines, des années 30, 40, 50. Bon. Et on regardait de temps en temps donc des films à la télé, des documentaires. Il y avait une série qui s'appelait Fame, où là, c'était pas des comédies musicales des années 30, mais c'était des jeunes qui dansaient dans une école de danse. Donc il y avait une espèce de progression. Et quand, un jour, en 1983, un film est sorti au cinéma, il s'appelle Beat Street. Et Beat Street, c'est un film sur la culture hip-hop. Donc sur le spectacle, quelque part. Donc la culture hip-hop, c'est quoi? C'est la danse, c'est le rap, c'est le DJing, c'est le graffiti. Voilà, c'est plusieurs activités de rue aux États-Unis qui se regroupent et on a appelé ça le mouvement hip-hop. Mais quand on a vu ce film, on n'a pas été trop surpris de voir un film où on voyait de la danse, du chant et ce genre de choses. Par contre, ce qui nous a énormément étonnés, c'est les codes de danse qui étaient complètement différents de ce qu'on pouvait voir avant. Et c'est ça qui a été surprenant. Et surtout, ça parlait d'une culture de rue. De rue aux États-Unis, à New York en l'occurrence. Alors quand je parle de rue, c'est surtout des milieux défavorisés, voilà. Et en France aussi, quelque part, il y avait une culture urbaine. Mais nous, on ne l'appelait pas hip-hop, c'était une culture urbaine. C'était des jeunes qui, au lieu de jouer au foot dans un terrain de foot, jouaient sur le parking de la cité. La culture urbaine, en général. Voilà, donc on n'a pas été très surpris. Par contre, moi, la danse que j'ai vue dans ce film m'a complètement électrisé, quoi. Et donc tu t'es mis à vouloir les imiter, parce que j'imagine qu'avant qu'il y ait des cours de danse hip-hop, il s'est passé un peu de temps entre l'avènement de cette danse-là, ou enfin, en tout cas de cette culture-là, et puis tout à coup que ce soit enseigné. J'imagine qu'il y a eu un peu de temps. Alors comment ça se passait la transition? Du coup, la chance qu'on a eue, notre génération, ceux qui ont 60 ans aujourd'hui, c'est que comme on regardait des comédies musicales américaines à la télévision et que de toute façon on était trop jeunes et puis qu'il n'y avait pas de cours de danse, on imitait le mimétisme, c'est-à-dire de regarder quelque chose et d'essayer de le reproduire, et on n'a pas la possibilité de voir cette chose-là 2 fois d'affilée. Tu ne le vois qu'une seule fois, donc il faut tout de suite repérer, essayer de le reproduire, quitte à... forcément, tu ne le reproduis pas trop bien. Donc, tu mimes. C'est comme du mime. Donc, tu essaies de reproduire et puis tu apprends comme ça au fur et à mesure. Et puis surtout aussi, une chose qui était très importante, c'est l'imagination. L'imagination. Comme on a peu d'informations, c'est l'imaginaire qui travaille autour de ces... Je donne un exemple souvent. On vous donne 3 feutres de couleurs différentes.
et une feuille de papier avec un dessin qui est déjà dessiné dessus. On va vous demander de colorier ce dessin avec 3 couleurs. Et il y a plein de motifs à dessiner, donc il n'y a pas trop le choix. Donc il faut essayer de s'arranger pour que les couleurs ne se chevauchent pas. Par contre, si tu as 20 crayons de couleur, là c'est beaucoup plus facile, mais la difficulté, ça va être le choix. Et bien la danse, c'était pareil, c'est-à-dire que quand tu regardes quelque chose, tu prends ce qui t'interpelle sur le moment, tu essayes de le reproduire, et puis de tourner autour. Et donc quand ces comédies musicales sont arrivées, ces comédies musicales, ces films sur la culture hip-hop, on a fait la même chose. Donc on repérait, alors des fois on allait au cinéma 2-3 fois pour voir le film, et ensuite on s'entraînait, avec beaucoup de défauts, voilà, beaucoup d'erreurs, mais c'est comme ça qu'on s'y est mis. Est-ce que tu peux essayer de nous décrire la danse hip-hop? Je sais que c'est pas facile de décrire une danse, mais enfin, si on la compare justement avec ce qu'il y avait avant, avec, avec les claquettes, comme tu disais, ou la danse jazz qu'il y avait dans les comédies musicales à ce moment-là, qu'est-ce qui fait, je dirais, l'ADN un peu de la danse particularité de la danse Ouais. hip-hop. Alors, la danse hip-hop s'est construite sur... Donc, la culture hip-hop s'est construite sur la culture funk, qui était là avant. La culture funk s'est construite sur le jazz, voilà, le blues, le rhythm and blues, voilà. En réalité, tout est lié. En réalité, tout est lié. Par contre, ce qui a été vraiment très différent avec le hip-hop, c'est qu'il y avait donc plusieurs catégories de danse au tout début. Il y a ce qu'on appelait le break dance, le b-boying, c'est-à-dire faire des figures au sol. Ça, oui, dans les années 30, dans des comédies musicales, on pouvait voir de temps en temps quelques danseurs qui dansaient debout et de temps en temps, ils descendaient au sol. Le break, c'est tout le contraire, c'est-à-dire que c'est une danse où on pratique aussi debout, bien sûr, mais c'est surtout le sol. Donc ça, voilà, c'est le breakdance. Ensuite, à l'époque, nous en France, comme on n'avait pas d'informations, il y a une autre danse hip-hop qu'on appelait le smurf. Le smurf, en réalité, c'est les schtroumpfs. Mais nous, on appelait ça le smurf parce que les danseurs aux États-Unis, ils dansaient avec des survêtements de sport, de couleur unie, ça peut être tout rouge, tout bleu, et avec des gants blancs et des bonnets sur la tête. Donc, le lien avec les schtroumpfs, le bonnet blanc tout bleu avec des gants blancs, et le bonnet sur la tête, c'était le lien. C'était évident, oui. C'était évident. Et là, la particularité, c'est de faire des vagues avec son corps, de faire du mime, de faire le robot, de donner l'illusion qu'on fait du patin. Alors oui, je vais vous donner un nom. Donc Michael Jackson, avec son pas de danse connu qu'on a appelé le moonwalk, qui d'ailleurs est faux. Le moonwalk, c'est tourner autour de la Lune. Donc là, ça s'appelle en réalité backslide. Mais déjà, dans les années 30, 40, les danseurs de claquettes, déjà commençaient à faire ce genre de mouvement. Donc voilà, faire des vagues avec son corps, faire le robot ou descendre au sol. Ça, c'est vraiment les deux premières danses hip-hop en 83 qui nous a vraiment marqué. Et après, il y a eu d'autres danses hip-hop qu'on a découvert parce que les années ont passé et donc forcément, ça évolue et d'autres danses apparaissent. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler d'un projet ça peut être n'importe lequel, hein, un projet auquel tu as participé. Je sais qu'il y en a sûrement des centaines et des centaines, mais ça peut être un projet récent dans lequel tu as participé en tant que danseur ou en tant que, je sais pas, directeur ou metteur en scène ou peu importe, ou créateur, et nous en parler un petit peu. Alors, je vais vous parler de mon expérience actuelle, parce que c'est la plus récente. C'est vrai que, bon, voilà, quand on est danseur et qu'on en fait son métier, on a plusieurs choix pour exercer son métier. On peut faire des spectacles dans une compagnie, on peut faire des télévisions, danser avec des chanteurs et des chanteuses, on peut faire des clips vidéo, voilà, on peut faire énormément de choses. Bon, monter des chorégraphies et pas forcément danser, ou être que danseur et pas chorégraphe. Donc voilà, ça c'est le métier un petit peu de danseur. Bon, ou faire des battles quand on est dans le hip-hop. Bon. Mais après, il y a, quand on a un certain âge, il n'y a pas de hasard pour laquelle on pratique une activité artistique. Ça, c'est mon point de vue. Je me trompe peut-être, mais moi, en tout cas, pour un petit préambule, c'est que moi, là, ce qui m'a donné envie de danser, c'est la danse, mais aussi l'activité physique, le sport, le fait de se dépenser, parce que j'étais hyper actif. Donc, il n'y a pas de hasard. J'ai perdu le fil de ta question, tu me disais. Non, je te demandais de nous parler d'un projet. Et donc j'ai pratiqué donc voilà,
j'ai dansé dans tout ce que je viens d'évoquer. Et puis, j'ai toujours transmis. J'ai toujours donné des cours de danse. J'ai commencé à donner des cours de danse assez rapidement. Bon, voilà, donc c'était des cours de danse dans des MJC, dans des centres culturels où les gens donc, venaient s'inscrire pour faire une activité, comme on pourrait faire poterie, peinture ou autre. Et puis, donc, la transmission. Donc, je donnais des cours. J'ai toujours aimé transmettre. Et puis là, en ce moment, je travaille sur un projet où je transmets, mais dans un cadre particulier, dans un conservatoire, surtout sur un projet pédagogique pour attirer l'attention sur des jeunes qui ont peut-être des problématiques, parce qu'on a tous des problématiques. Moi, j'en ai eu énormément. C'est ça qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Donc les problématiques de concentration, problématiques à la maison, à l'extérieur, problématiques financières, ce genre de choses. Et donc ce sont des jeunes qui sont, voilà, et c'est pas simple pour eux. Et le but, c'est d'utiliser l'art, moi c'est comme ça en tout cas que je l'analyse, pour, moi je dirais, l'art permet, en réalité, nous permet de vivre. Ça nous permet, dans les rapports avec les autres, peut-être d'avoir de l'empathie, de se questionner sur les autres, d'essayer de faire de belles choses pour soi, pour les autres, d'être dans un esprit festif aussi, donc d'amusement. Et donc, j'utilise la danse hip-hop, ou les autres danses que j'ai pratiquées, comme outil pour justement essayer d'appliquer ça dans la vie de tous les jours. Donc, qu'on soit bien clair, je vais pas utiliser ça pour pouvoir faire des tours sur la tête sur le trottoir quand je sors du métro. C'est pas forcément le but. Mais c'est peut-être de voyager. Le voyage permet de rencontrer d'autres gens, de se rendre compte de certaines choses, de côtoyer des gens qui ont la même passion que vous. Et du coup, on lie des contacts peut-être plus profonds, je dis bien peut-être. Donc voilà, ce projet, moi je le trouve intéressant dans ce sens-là. Et aussi d'apprendre, c'est très important pour moi, le corps. C'est-à-dire qu'il y a la tête, l'esprit, la réflexion, l'intelligence, ce que vous voulez, et le corps. Mais les deux sont liés en réalité. Que la tête, ça peut causer un problème un jour ou l'autre. Que le corps, ça peut aussi. Il faut les deux. Et donc, voilà, j'essaye, avec les outils de la danse hip-hop, de donner des armes, des informations pour savoir utiliser son corps dans la vie de tous les jours et avec d'autres gens. Est-ce que tu penses que la création, au sens large, est nécessaire à l'être humain ? La création est primordiale. Je vais donner un exemple tout simple. Ça commence avec l'enfance. On est petit, on va jouer avec ses copains dans la cour de récréation ou dehors, on joue aux cow-boys ou aux indiens, on peut faire plein de choses. Donc déjà, on crée, on rentre dans des personnages, on joue. Mais ça, on est des enfants. Et c'est vrai que lorsqu'on grandit, on aurait tendance à laisser ça de côté parce qu'on se dit je suis un adulte, donc je ne suis plus là pour m'amuser. Je trouve que c'est une erreur. Et donc je pense que la création, justement, alors à mon époque, pour pouvoir s'amuser, soit on jouait au foot, ou on faisait des activités extérieures, voilà. Mais quand on était seul à la maison, on n'avait pas d'ordinateur, on n'avait pas de téléphone portable, on n'avait rien du tout. On avait des livres, on avait des crayons, du papier. Donc, quand on est seul et qu'on s'ennuie, peut-être au lieu de rester assis sur sa chaise à se lamenter, je prends une feuille, un crayon, et je commence à dessiner. Et là, tout d'un coup, hop, on rentre dans du rêve et dans l'imagination. Et ce que l'on fait là sur le moment, on ne s'en rend pas compte, mais ça peut nous servir après, plus tard. D'accord, parce que c'est vrai que la création, à mon sens, ça ne veut pas seulement dire la création artistique. L'impression que moi j'ai, c'est que souvent le mal-être d'une personne vient du fait que cette personne ne crée rien. C'est-à-dire que ça peut être même, je sais pas, un coiffeur qui juste exerce son métier et essaie de le faire le mieux possible. C'est déjà de la création, ça, d'avoir une conscience de son métier, de vouloir le faire bien. Un menuisier qui fait une armoire et il est fier parce que cette armoire est pas bancale et que tout s'imbrique bien, les éléments s'imbriquent bien l'un dans l'autre, etc. C'est un petit peu, à mon avis, c'est un peu ça aussi qui est primordial. Mais comment dire, oui, la création, comment dire, est à tous les niveaux. On n'est pas obligé de pratiquer une profession ou un loisir artistique, tout à fait. Et d'ailleurs, tu parlais de meubles, un artisan,
artistique. Donc de toute façon, oui, la création, c'est quelque part avoir un objectif. Oui, un objectif. Peu importe l'objectif. L'exemple du coiffeur, bien sûr. Si toute la journée tu dois faire des coupes de cheveux et que dans ta tête, bon bah tu t'en fiches un peu, tu te laisses aller quoi. Oui, tu sais couper les cheveux, tu coupes les cheveux. Arrivé à un moment donné, eh bien tu vas commencer à t'ennuyer, à tourner en rond, et ça va peut-être te déprimer, te casser le moral. Donc c'est vrai que la création aide, je pense, l'humain à aussi surmonter peut-être les difficultés de la vie, parce que la vie n'est pas forcément toute rose et toute simple pour tout le monde. Donc oui, en effet, la création, c'est vivre déjà. Alors, tu nous parlais de tes cours, hein, donc il y a tout un pan pédagogique hein, dans ce que tu fais. Est-ce que tu peux nous parler du lien qu'il pourrait y avoir entre ton travail d'artiste et ton travail de pédagogue? J'imagine que l'un et l'autre se nourrissent, mais ça, sous quelle forme pour toi? Alors, donc, alors je vais parler aussi 2 secondes d'une autre passion. Je suis fan du cinéma français des années 30, 40, 50. Et dans ce cinéma-là, il y avait donc des dialogues. Donc, les gens discutaient. Mais il y avait énormément de vocabulaire. Et ma pédagogie dans la danse, elle est là. Je rejoins cette passion. Je l'ai compris il n'y a pas très, 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 très longtemps. C'est simplement, c'est comme un débat. C'est une discussion. D'être capable, avec des mots, de donner des indications simples pour que la personne à qui vous donnez ces informations puisse les exécuter. C'est ça qui a changé. Au début, quand je donnais des cours, je passais mon temps à danser, à montrer devant un miroir. Il faut aussi faire ça. Mais voilà, c'est voilà, pour moi c'est ça le secret. Et comment dire. Et j'essaye de travailler avec l'imaginaire, c'est me rappeler que j'étais un enfant et de continuer à 60 ans à jouer et à m'amuser. Donc d'avoir une réflexion aussi dans ce sens-là. Donc le dialogue, la communication, c'est, je pense pour moi, aujourd'hui, parce que n'oubliez pas, je donne des cours de danse hip-hop. Et la culture hip-hop, c'est aussi l'art de la liberté, quelque part de l'individualité, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire d'être capable d'exprimer sa propre personnalité, et on a tous une personnalité différente. Donc, et l'erreur n'existe pas. Quand vous faites du classique, c'est classique. Il y a une espèce de rigueur, de code où tu fais pas ce que tu veux. La danse hip-hop, tu peux faire ce que tu veux. Tu as beaucoup de liberté. Et un mouvement que tu veux faire, que tu loupes, peut devenir un autre mouvement. Donc c'est aussi ça qui est intéressant avec la danse hip-hop comme outil pour justement avoir cette pédagogie que j'ai. C'est-à-dire laisser beaucoup de liberté, mais en donnant des informations bien claires. C'est-à-dire, par exemple, là, il faut que tu rentres à tel endroit et que tu fasses que des glissades. Ou là, tu rentres et à un moment donné, tu fais un mouvement au sol. Mais tu fais ce que tu veux. Oui, ça me rappelle un peu ce que j'ai entendu une fois je crois que c'était un pianiste de jazz, Errol Garner, où quand il faisait une fausse note, en fait, il transformait cette fausse note pour aller ailleurs, dans une autre harmonie, ou enfin bref, il s'en servait. Et c'est vrai que la danse et la musique ont ceci de commun qu'il y a un facteur temps, quoi. C'est-à-dire que ça se déroule dans le temps. Et alors que bon, un tableau, par exemple, si on enseigne la peinture, j'en parle très librement parce que je suis absolument nul en peinture, on peut regarder ce qu'a fait l'élève et on peut discuter de ce qu'on a devant les yeux, ça ne bouge pas, c'est là. Alors que c'est vrai que quand on enchaîne un pas de danse, bon ben, on le fait, on l'exécute, à la fin c'est fini, et c'est beaucoup plus dur à isoler pour en parler. Donc c'est vrai que parler de la danse ou parler de la musique, c'est un défi en soi. C'est compliqué, c'est vrai, comment dire, c'est ce qu'on appelle les arts vivants. Euh,
comédie, théâtre, chant, musique en concert, danse devant un public. C'est vrai que c'est... Et d'ailleurs, quand on entend si on parle de comédie en général, il y a des grandes discussions entre ce qu'on appelle les acteurs et les comédiens, c'est-à-dire ceux qui font du cinéma et ceux qui font du théâtre. On peut faire les deux, mais c'est vrai que c'est quelque part, oui, c'est de la comédie, mais c'est pas le même métier. Donc c'est vrai. Et je trouve que les arts vivants, ce qui est important dans les arts vivants, c'est l'art de la transition, en fin de compte. C'est comment de quelque chose, je l'amène à autre chose, et vu qu'on le voit en direct, on ne peut pas le fixer. Et c'est ça qui est intéressant, moi, je trouve. Et d'ailleurs, je trouve que c'est très dangereux de filmer un spectacle d'art vivant. Alors, on peut le filmer pour travailler, mais des fois, on est très déçu, quoi. Parce qu'on n'a pas forcément la vision de ce que les autres ont vu de vous. Il y a ça aussi, quoi. Oui, puis surtout, on n'a pas envie d'avoir une version figée Oui. de ce qu'on fait. Il y a ce problème aussi dans l'enregistrement musical, de se dire, bon, ok, j'ai envie d'enregistrer ça, mais si je l'enregistre, ça ne veut pas dire que ma façon d'interpréter cette musique, ce sera celle-là et pas une autre. Peut-être que demain, j'aurais envie de prendre un tempo différent ou j'aurais envie de faire ressortir telle autre voix. Enfin bref, c'est ça aussi le problème avec le... Enfin, c'est pas un problème, d'ailleurs, c'est aussi, je pense, une beauté dans le spectacle vivant, c'est que c'est dans l'instant, on le fait et puis c'est passé. Ouais, c'est passé, ouais. Et voilà. Alors, le temps passe toujours trop vite, évidemment. On va être obligé de nous quitter, mais je voudrais te remercier d'être passé nous voir. Voilà, j'espère que ceux qui sont là à l'hôpital Necker en ce moment ont eu plaisir à t'écouter et peut-être ont envie de découvrir plus le hip-hop s'ils ne connaissent pas. Moi, je remercie évidemment Thibaut à la régie. Je remercie l'Espace Plein Ciel et tout le personnel de l'hôpital et de l'Espace Plein Ciel en particulier. Et je vous revois lundi prochain. Au revoir Jean-Claude. Au revoir.